L'Angleterre est une colonie française qui a mal tourné, aurait dit, semble-t-il, Clémenceau. La Grande-Bretagne a été fondée en 1066 par les Français, lui aurait répondu 80 ans plus tard le ministre anglais des Affaires étrangères, Jack Straw, à l'ONU en 2003. Comprenons bien quand même que la victoire de Guillaume à Hastings en 1066 n'est pas qu'une simple victoire, c'est une véritable rupture, un tournant majeur. L'Angleterre a été conquise et ce sera la dernière fois. On assiste en quelques années à la substitution quasi totale d'une classe dirigeante, les Saxons, par les Normands, les immigrés remplaçant les indigènes. C'est en tout cas la vision de Marc Bloch dans l'entre-deux-guerres. Alors qu'on soit d'accord ou pas, peu importe, il avait mis le doigt, lui, sur le traumatisme essentiel de l'histoire anglaise, l'invasion de 1066, la soumission du royaume par Guillaume de Normandie, l'existence autour du nouveau roi d'une classe conquérante, ambitieuse et dominatrice, décidée à asseoir son empire. Guillaume de Normandie avait 38 ans en 1066 quand il traverse la Manche avec son armée pour revendiquer le trône d'Angleterre. Il y a près de 1000 ans, un duc de Normandie réunit une armada de 15 000 combattants, il faut quand même le faire, alors qu'il avait fait de son duché une contrée extrêmement riche. Il a monté un projet fou, mais en réalité parfaitement organisé, envahir l'Angleterre. À la fois haï, craint, moqué, envié, il va donc porter son ambition au point de devenir, pour l'histoire, Guillaume le Conquérant. Comme toutes les bonnes histoires, évidemment, on n'a jamais pu savoir la date exacte de sa naissance à ce Guillaume. Les historiens en général s'accordent sur 1027, on va dire que c'est la date communément admise. Ce dont nous sommes absolument sûrs, c'est qu'il a été élevé à Falaise, en Normandie, dans le château de son père, Robert le Magnifique, duc lui-même donc de Normandie. Il a une mère, cet enfant, elle s'appelle Arlette, c'est vous dire, c'est une fille de la ville, elle n'était pas du tout de la noblesse, c'est pour ça que Guillaume est surnommé le bâtard. Il faut quand même le faire, réussir avec une mère qui s'appelle Arlette. Enfin bon, c'est pas évident. Or, Guillaume est le seul fils de Robert. Et Robert veut partir en pèlerinage à Jérusalem. Il va donc introniser son fils, comme ça se fait souvent, son fils Guillaume, pour le faire reconnaître par ses barons comme unique héritier du duché. Guillaume a alors 7 ans. Et il faut savoir que quasiment tous les ducs de Normandie à cette époque-là étaient des bâtards. C'est absolument pas unique du tout. Évidemment, vous l'imaginez bien, les barons sont ravis. Ils ne vont avoir qu'une idée en tête, abattre Guillaume. Et dès la mort de Robert le Magnifique, qui est assez rapide puisqu'il meurt sur le chemin du retour, les Normands vont contester l'héritage. D'abord parce que c'est un bâtard, et que c'est en fait plus du tout à la mode qu'on soit bâtard et qu'on soit ensuite mis sur le trône ducal, et ensuite parce que c'était un enfant et que ses oncles, à lui-même, revendiquent le pouvoir. Et ça commence très fort vers 1045, une tentative d'assassinat vice-Guillaume à Valogne. Alors, l'histoire raconte qu'un bouffon, intime de Guillaume, surprend les propos des complices et fonce aussitôt réveiller le duc déjà couché en lui ordonnant de se sauver. Alors, Guillaume s'enfuit en pleine nuit vers Falaise, traversant les rivières et les forêts, évitant ainsi les villes où il pourrait y avoir d'éventuels complices, parcourant alors près de 150 km avec des tueurs à ses trousses. Donc, grâce à cet épisode, il va commencer à se forger la légende de Guillaume. Évidemment, les textes vont amplifier, légender l'événement, mais il nous est impossible d'en authentifier les faits. Alors, que sait-on vraiment de ce personnage ? Il faut savoir qu'on a des portraits de Guillaume, mais ces portraits datent du XIVe, XVe, voire même XIXe siècle. Et ils ont une vision plutôt, comme ça se fait souvent, plus ou moins romantique. Mais on n'a en réalité absolument rien d'historique de Guillaume le Conquérant en termes de portrait. Pas de portrait historique. On connaît juste sa taille, parce qu'on a pu analyser son fémur quand même, il faut le faire, et on sait qu'il mesurait entre 1m72 et 1m73, ce qui est plutôt grand pour l'époque, il faut le savoir. Il ne portait pas de barbe. Les Normands n'avaient pas de barbe à cette époque-là. Sa coupe de cheveux, on la connaît aussi, puisqu'on peut la voir sur la célébrissime tapisserie de Bayeux, coupe au bol, façon un peu Mireille Mathieu, mais un bol qui s'arrête au-dessus des oreilles, ce qui est assez ridicule aujourd'hui, si vous le faites bien sûr. Donc devant, derrière, un véritable bol, le bol, le vrai bol. Comme il se sent dans sa légitimité, ce bon Guillaume, eh bien il traitait les barons à juste titre, comme des rebelles, ce qu'ils étaient. Ils avaient prêté serment, comme quoi il était apte à succéder, et ils s'étaient rebellés. Donc ce sont des rebelles. Il allait donc devoir les châtier.
et c'est pas facile. Et on entre à ce moment-là dans une période d'anarchie sanglante, véritablement, une anarchie qui va durer 12 ans et qui va s'ouvrir à ce moment-là. Ses tuteurs sont successivement assassinés, les Bretons et le roi de France entretiennent en plus ce climat épouvantable au point que la paralysie du pouvoir en Normandie à ce moment-là est totale. Et on le voit dans le film de Fabien, on le ressent bien. À 18 ans, on y reviendra tout à l'heure, à 18 ans, il a enfin, on va dire, sa première initiative forte, initiative politique. Il fait appel à son suzerain, le roi de France, qui est à ce moment-là Henri Ier. Vous savez, selon l'expression, les amis de mes ennemis, dans certains cas, les ennemis de mes ennemis, peuvent devenir mes amis. Eh bien, le roi de France a peur, lui, que la coalition des rebelles ne devienne trop forte face au domaine royal, qui est pas très loin, qui est aux portes de la Normandie, surtout que l'un d'eux est allié au royaume de Bourgogne, ce qui serait évidemment fatal pour le domaine royal. Les deux nouveaux alliés sont réunis, ils entrent en bataille et ils sont vainqueurs à la bataille de Valesdune. Et donc en 1047, pour Guillaume, c'est l'occasion de réaliser ses premiers exploits. Donc désormais, le duc règne sur une Normandie prospère et pacifique. Il s'installe à Caen et veut faire de cette ville une grande capitale. Bien sûr, il lui manque une femme pour faire de lui un bon duc. Ce sera donc Mathilde, fille du comte de Flandre, descendante des rois de France et même des Carolingiens. Ce qui est pas rien. Ça va. Ils ont été je vais recommencer celle-là. Ils ont été extrêmement liés, on ne lui connaît ni bâtard ni maîtresse. L'ayant épousé contre l'avis du pape, possibilité de consanguinité oblige, ils sont tous deux excommuniés. Comme pénitence, ils devront construire 2 églises à Caen. Ce sont l'abbaye aux hommes et l'abbaye aux dames qui existent encore. Absolument, et qui se visitent encore aujourd'hui. En tant que vainqueur et duc légitime de Normandie, il confisque les biens des anciens rebelles et assoit son autorité en implantant un régime féodal très strict. En plus, il y a une armée nombreuse qui est constituée en instaurant une sorte de service militaire obligatoire, chaque vassal devant fournir l'ost à son suzerain, c'est-à-dire lui fournir des troupes armées 40 jours par an. Ce qui est assez nouveau en plus pour l'époque, c'est quand même très moderne, même si cette expression ne veut strictement rien dire, mais c'est vrai que c'est assez intelligent et on sent quand même un gamin qui n'en est plus un. Qui a quand même beaucoup appris. Et peut-être très bien conseillé. Mais la plus grande surprise va venir d'Angleterre. Musique. Je ne sais pas encore quoi, mais musique. Je peux vous proposer, juste pour un morceau du film, il y a des très bons morceaux. Ah bah ouais, très bien. Tout, ouais. Très bonne idée. Donc il faut aller vite, parce que on fait le montage là. Bah Toujours toi. J'ai un Amiga. Ah non, c'est moi. Non, RF. C'est pas moi ça. Ah mais il n'y a rien. Non, c'est toujours toi normalement. Ah mais non, c'est moi. On va couper, hein. On voit jamais ce genre de truc. Cousin germain du roi Édouard le Confesseur, il faut savoir que Guillaume est resté très lié avec lui, et c'est donc assez naturellement en fait qu'Édouard, qui n'a pas d'enfant, va le nommer comme son successeur. Il aurait pu choisir son beau-frère, Harold, qui est aussi à ce moment-là son plus proche conseiller. Mais contraint par Édouard, Harold est obligé de traverser la Manche pour aller rencontrer Guillaume. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que commence la fameuse tapisserie de Bayeux. Harold, en débarquant, est fait prisonnier. En plus, il faut savoir qu'il ne débarque pas au bon endroit. Et c'est Guillaume lui-même qui va le libérer. On va s'arrêter un petit peu sur la tapisserie de Bayeux quand même, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Tout le monde ne la connaît pas forcément. C'est un document assez exceptionnel, 70 mètres de long. Il faut quand même imaginer qu'à 20 mètres près, c'est la longueur d'un terrain de foot, mesdames. Cette tapisserie a été réalisée en quelques années. Il faut savoir que c'est quand même un documentaire incroyable qui nous donne des éléments de la vie de l'époque, qui a été fabriqué en Angleterre. Cette tapisserie est exposée tous les ans dans la capitale dans la cathédrale de Bayeux et qui est visible à ce moment-là entièrement par le peuple. Et alors, Guillaume et Harold s'entendent très bien. Ils ont, semble-t-il, les mêmes valeurs, les mêmes goûts, même s'ils ne parlent pas la même langue. Ouais, alors, on dit qu'ils s'entendent bien. Ils s'entendent tellement bien que Guillaume va quand même demander à Harold de prêter serment sur des reliques en plus.
qui plus est, de lui apporter son appui pour la succession d'Angleterre, c'est dire s'il a confiance, vous voyez. Un serment, qui plus est, fait sous la contrainte. C'est de l'amitié virile. C'est ça, c'est je Peut-être. t'aime moi non plus en tout cas. De retour à Londres, Harold assiste à la mort d'Édouard, à ce moment-là, il arrive juste au bon moment, et ce Édouard, tenez-vous bien, va lui confier son royaume, imaginez un peu le bazar. On peut se demander ce qu'Harold a bien dû dire à Édouard comme vilainie sur le compte de Guillaume. En tout cas, il est mort, on va dire, fortuitement. Voilà. Et dès le lendemain, Harold se fait donc couronner roi. La nouvelle se répand très vite en Normandie et Guillaume en est rapidement informé. Il réunit ses barons pour les convaincre de participer à l'expédition d'Angleterre selon l'auxilium et concilium. L'auxilium et le concilium, c'est l'aide et le conseil, effectivement. On demande l'aide et le conseil de ses pairs autour. Or, les pairs autour, les barons, vont avoir 3 arguments majeurs contre ce projet. On ne veut pas, en gros, pour résumer, on ne veut pas y aller, on n'a pas besoin. Quels sont ces arguments ? D'abord, traverser la mer, c'est loin. Ce qui est étonnant, mais ça prouve que ça montre qu'ils n'ont plus grand-chose de vikings, en tout cas c'est normand. Deuxième argument, Harold est un grand chef de guerre. Un chef de guerre réputé. Guillaume a gagné quelques batailles, mais ça n'a rien à voir. Troisième argument, écoutez, on a tout ici, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille chercher plus ? Cette aventure ne nous intéresse pas. Voilà en gros ce qu'ils disent. Sauf que c'était mal connaître Guillaume, et des conseils, certes, c'est vrai, ça se fait, sauf que c'est toujours le chef qui commande, et le chef décide que, de toute façon, on traverse la Manche. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a eu un serment, et que Harold, légalement parlant, est un féal, un félon, un parjure. En plus, quelque part, la promesse des richesses anglaises va finir par l'emporter. On n'est pas dans les châteaux en Espagne, on est dans la richesse anglaise, là, vous voyez. Alors là, à ce moment-là, forgerons, menuisiers, armateurs, etc., une véritable ville s'est littéralement construite sur la côte pour préparer entre 1000 et 3000 navires. C'est énorme, hein, ce qui est simplement hallucinant. Il y avait, il faut bien comprendre, 5000 navires le 6 juin 1944. Là, on est à presque 3000 navires. C'est hallucinant d'imaginer ça. Il faut bien se rendre compte, il fallait apporter chaque jour pour approvisionner le chantier et l'armée 30 tonnes de blé pour le pain et les autres aliments, de l'avoine, de l'orge, de la paille, 100 000 litres d'eau pour les chevaux, 36 hectolitres de vin, et je dis bien chaque jour. Pour les préparatifs pendant ce temps-là, eh bien, ils prennent énormément de temps et les hommes commencent à se poser des questions. Que faisons-nous là ? Qu'allons-nous faire là-bas ? Attendant le vent favorable, Guillaume déplace toute la flotte dans la baie de Somme. L'inaction pèse, l'indiscipline grandit chaque jour, et 2 semaines plus tard, ils sont toujours en baie de Somme. Alors oui, Guillaume attend bien que le vent lui soit favorable pour embarquer ses troupes. Mais il guette surtout le moment où l'armée d'Harold sera occupée au nord par les Norvégiens. Ce qui arrive peu après, les guerriers norvégiens débarquant sur les terres anglaises, sonnant ainsi le début de la traversée de la Manche de Guillaume. Ce qui n'est pas une tâche aisée tout de même. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut 20 minutes par le tunnel, mais à l'époque, il faut un peu plus que ça, surtout quand il faut prendre le bon vent, comme on dit. Donc 15 000 hommes, le destin d'un duché, Guillaume a tout joué. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que pendant ce temps-là, c'est Mathilde qui a géré le duché, et ce, de fort belle manière. C'est vraiment pendant ce temps-là à Veracruz. Hein. Ceci dit, c'est pas neutre, parce que encore une fois, on parle souvent des femmes au Moyen-Âge comme quoi, gna gna gna, mais c'est une femme qui dirige le duché. Hein. C'est ça, il ne faut pas sous-estimer le rôle des femmes à l'époque médiévale. Et malgré le brouillard, c'est sans aucun obstacle que l'armada entra dans la baie de Penvesey le 29 septembre 1066. Personne ne les y attendait. Donc la tactique de Guillaume avait réussi. On peut dire que jusqu'ici, il a eu de la chance. Mais il en faudrait plus pour ceux qui allaient suivre. Il s'apprêtait à affronter un adversaire plus nombreux, une armée redoutable et un chef habitué au combat qui en plus sortait d'une grande victoire sur les Norvégiens pourtant réputés imbattables. Donc pendant 2 semaines, aucun Anglais n'est venu troubler quoi que ce soit. Alors Guillaume en profite pour construire une place forte, abriter son armée, 15 000 hommes, je le répète, et fait de même pour les navires dans le port d'Hastings, tandis que ses services de renseignement lui donnent toutes les infos possibles, mais bon, en terre ennemie. Alors la réalité, c'est que Harold avait fait souffler ses hommes après le terrible affrontement qu'il avait eu face aux Norvégiens. Et dès qu'il a pu, il a à ce moment-là pris la route de la côte, et en 5 jours, son armée et lui ont parcouru les 300 km, donc en 5 jours, 300 km qu'il séparait de Londres. Il a à ce moment-là pu agrandir ses forces.
Il restait 75 km, ils les ont fait en 3 jours, mais celui qui devait à ce moment-là être extrêmement supérieur en nombre avait estimé que 5 à 7 000 hommes auraient été suffisants. Erreur grave. Il pensait surtout réaliser un blocus, une sorte de siège, et ne s'attendait certainement pas à une bataille. Il avait déjà fait envoyer sa flotte, environ 100 et 700 navires, on n'a pas la précision, ce qui est quand même pas neutre, entre 100 et 700, il y a quand même une marge, pour empêcher toute retraite de Guillaume. Belle tactique, sauf que Guillaume avait parfaitement compris la stratégie, ce qui prouve que déjà il était quand même assez maître de lui. Au moment où il apprend l'arrivée d'Harold, eh bien, il fait préparer ses hommes en secret, les mettre en tenue de combat, et il va opter très vite pour ce que Harold redoute, une grande bataille en ligne, rangée. L'attaque est toujours la meilleure des défenses, je le dis toujours, mais il ne faut jamais se laisser enfermer. L'amiral Villeneuve aurait dû s'en souvenir, lui, à Trafalgar. Harold, pris de court, va choisir de placer son armée sur une colline, comme je vous disais au début, une colline quasi imprenable, formant une véritable forteresse humaine. Aucune cavalerie, c'est pas d'ailleurs dans les habitudes anglaises, à cette époque-là, il n'y a pas de cavalerie côté anglais. Guillaume va positionner, lui, son armée en U pour écarter au maximum les défenses anglaises. Quand il va abaisser son bâton, comme je vous le disais au début, les trompettes vont sonner le début des combats, il est alors 9h du matin. La position anglaise fait merveille, les Normands ne parviennent pas à toucher leurs adversaires. Par contre, l'inverse, c'est une véritable boucherie. La muraille tient bon, même la cavalerie qui est lancée plus tôt que prévu ne va rien donner. Sauf qu'à un moment donné, la fuite des Bretons sur un des côtés, côté anglais bien sûr, va donner des idées à l'aile... n'importe quoi, c'est l'inverse. Sauf qu'à un moment donné, la fuite des Bretons, côté français, va donner des idées à l'aile anglaise qui, malgré les ordres d'Harold, va commencer à se précipiter à la trousse... Sauf qu'à un moment donné, la fuite des Bretons, côté français, va donner des idées à l'aile anglaise qui, malgré les ordres d'Harold, va se précipiter à leur trousse, espérant par là quelques rançons, évidemment. L'effet est immédiat, tout le dispositif a failli se disloquer, mais en même temps, le cheval de Guillaume va prendre un javelot et tombe raide mort. Entraînant son cavalier dans sa chute, aussitôt une rumeur va enfler, le duc est mort. Voyant toute son armée tourner le dos au combat et s'enfuir, il retrouve un cheval, passe dans tous les rangs pour se montrer et les exhorter à retourner se battre. Ils vont en profiter pour massacrer les soldats anglais qui étaient descendus, qui avaient suivi et qui étaient restés en bas de la colline, sous les yeux de leurs camarades qui pouvaient évidemment que rester impuissants à voir ça, puisqu'ils avaient ordre surtout de ne pas bouger. Et puis, aussi incroyable que ça paraisse, mais après tout on est en Angleterre, il y a eu une pause entre 11h et midi. C'était pas l'heure du thé pourtant. Musique. Chacun avait besoin de reprendre son souffle. Normalement, 2 heures de combat, c'est le temps total d'une bataille médiévale. Là, aucune position n'avait évolué. La deuxième mi-temps fut encore plus confuse. Plusieurs fois en déroute, l'infanterie normande était irrémédiablement suivie par des troupes anglaises, dégarnissant la muraille, qui se faisaient massacrer par la cavalerie. Alors, tactique ou pas? Hasard chanceux? C'est très précisément comme ça que Napoléon l'a emporté à Austerlitz. Lui, en tout cas, c'était voulu. Et à 14h, nouvelle pause, c'est absolument hallucinant. Troisième tiers-temps, du coup, les ailes sont très affaiblies, bien sûr, côté anglais. Guillaume a alors l'idée de lancer tous les corps d'armée en même temps. Vous allez me dire pourquoi il n'a pas fait ça depuis le début, d'autant que les réserves de javelots de l'autre côté commençaient à s'épuiser. Oui, c'est pas non plus inépuisable, les javelots, on n'est pas prêt à les construire derrière, surtout qu'ils ne sont pas très nombreux. Pour la première fois, les Normands arrivaient sur la plateforme et les combats étaient terribles au corps à corps. Harold, à ce moment-là, est tué, et ça va sceller le sort de la bataille. Il faut rappeler qu'au Moyen-Âge, on est fidèle à un homme, pas à une terre. L'armée se dissout immédiatement et prend la fuite, profitant de la nuit, et beaucoup vont réussir à se sauver. Le duc, alors, a gagné. Par cette seule bataille, Guillaume se rend maître de l'Angleterre, il faut bien le comprendre. Après 2 mois de résistance, Londres va céder, et c'est à ce moment-là qu'il est couronné roi d'Angleterre. Westminster, le jour de Noël, 1066. Il faut quand même voir que, et on le voit à la fin du film, c'est écrit en 2 mois, il est couronné roi d'Angleterre en 2 mois, c'est quand même incroyable. Et pourtant, il n'est pas maître de l'Angleterre complète. Ça, c'est ce qu'on va voir. Tous les ans, encore aujourd'hui, faut le savoir aussi, des Anglais viennent commémorer leur roi qui s'est opposé à l'envahisseur. Les duels franco-anglais, c'est toujours un peu spécial.
Il faut bien le comprendre. Toute la propagande de Guillaume est fondée sur l'idée de légitimité. Il fait d'abord preuve de la plus grande modération vis-à-vis des Saxons. Il ne va pas confisquer tous les biens de ceux qu'il considère comme des traîtres. Rapidement, il fait construire un palais qui existe encore. On l'appelle aujourd'hui la Tour de Londres, tout simplement. Et 2 mois plus tard, il peut retourner triomphant en Normandie en laissant l'administration de l'Angleterre à son sénéchal et à son demi-frère Eudes, évêque de Bayeux. Sauf que dans la réalité, il n'est maître que du sud et de l'ouest d'une Angleterre toujours sous la menace d'une invasion scandinave. Et en plus, beaucoup de ses vassaux normands à qui il a distribué des terres sont de fidélité, disons, incertaine, et très vite, il est rappelé en Angleterre à cause d'une révolte. Mais son prestige est alors tel que ce sont les anglo-saxons qui lui apportent leur soutien, un comble, et l'aident à repousser une invasion conduite par les 3 fils d'Harold. C'est assez délirant comme situation. Donc une révolte de seigneurs saxons lui donne l'occasion de soumettre les comtés du Nord, et en 1069, il écrase avec brutalité la révolte. En 1072, il peut enfin licencier les mercenaires enrôlés pour conquérir l'Angleterre. Et concernant les barons normands, ils forment de grands groupes de fiefs, mais jamais d'un seul tenant, comprenant des terres dans les diverses régions du royaume. Des 2 côtés de la Manche, le régime féodal est bientôt le même. En Angleterre, il se superpose à la vieille organisation saxonne du manoir. Vieillissant, il cherche à mieux connaître son royaume. Bon, mieux connaître son royaume, ça veut dire plus prosaïquement quelles sont les terres qui rapportent. Oui, exactement. Il entreprend ce qu'on appellerait en fait aujourd'hui un audit, tout simplement. C'est le fameux Domesday Book dont la rédaction est entreprise en 1086 et qui dresse un inventaire des domaines fonciers du royaume d'Angleterre et qui traduit les résultats de ce bouleversement territorial et qui montre que la population se divise désormais en Angleterre en 2 éléments bien séparés, les nobles, presque tous normands, il faut le savoir, ou français, et le peuple saxon qui leur est soumis et qui voit alors le statut de ces hommes libres se dégrader jusqu'à la semi-servitude. Concrètement, ça donne quoi ce Domesday Book, ou Doomsday Book en anglais ? Vous avez Monsieur Smith à 8 poules, Monsieur Knox à 3 cochons, les poules de Monsieur Truc n'ont pas pondu d'œuf en l'an de grâce 1072, etc., etc. C'est assez extraordinaire et c'est encore une fois très nouveau, très novateur dans l'approche. Doomsday Book en anglais, c'est un peu le livre aussi du jugement dernier. C'est vraiment unique. Il sert de recensement, de livre fiscal et il permet de connaître le moindre des sujets comme le Christ au jour du jugement, tout simplement. À l'automne de sa vie, Guillaume est en conflit avec le roi de France, qui est aussi son suzerain. Et oui, ça commence. Il est à la fois le vassal du roi de France et en même temps, il est roi d'Angleterre. Ils s'opposent l'un et l'autre pour un territoire, le Vexin, qui va devenir évidemment normand, vous le savez bien. Lors d'une expédition, en effectuant un raid de représailles contre la ville française de Mantes, il est blessé et il meurt à Rouen le 9 septembre 1087. Il pensait réellement que l'union des 2 couronnes était passagère et sur son lit de mort, il partage son royaume comme un patrimoine. Suivant ça l'exemple des Carolingiens, la Normandie est considérée comme son bien propre et elle revient à son fils aîné Robert Courteheuse et la couronne anglaise à Guillaume le Roux, son fils cadet. Selon certains, sur son lit de mort, il aurait admis avoir conquis l'Angleterre de façon injuste, mais ça, c'est peut-être pas dans le tempérament de Guillaume, donc vous me permettrez d'être un peu circonspect sur l'idée. En tout cas, il est inhumé à Caen, selon son souhait. La Normandie perd définitivement sa souveraineté en 1204 et est rattachée au royaume de France. Les Normands installés en Angleterre s'y sont mariés et leur descendance est devenue anglaise. 250 ans après la mort de Guillaume, l'Angleterre envahit la Normandie, ouvrant une guerre qui a duré 100 ans, vous le savez bien. Et en 1944, les Anglais et leurs alliés ont débarqué en Normandie, renouvelant en sens inverse l'exploit de Guillaume. Musique, et on arrive à vous. C'était bien raconté. C'est gentil. Par contre, s'il y a des problèmes avec Arlette, on peut l'appeler Erlève aussi. Oui, absolument. Tout à fait. Voilà. On l'appelle Erlève. Enfin, remarque, non, c'est juste dans le scénario en fait. Donc.
Bonjour Fabien Drujon, vous êtes du film La jeunesse de Guillaume, c'est amusant. J'aurais envie de dire que vous avez pris la partie la moins intéressante en fait de sa vie. Pourquoi vous avez commencé par là? Alors, la moins intéressante, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais en tout cas, quand on écrit une histoire, un scénario, on s'intéresse souvent à ce qu'on appelle l'arc narratif, c'est-à-dire quelque chose, une partie de l'histoire d'un homme ou d'une femme, inventée ou réelle, où il y a un vrai début, un milieu, une fin, et où il y a un vrai premier aboutissement. Et c'est vrai que la vie de Guillaume est très riche, et moi quand j'ai commencé à m'y intéresser en 2011, évidemment j'ai essayé de voir ce qu'on pouvait faire avec la conquête. C'est vrai que la conquête est géniale pour un point, c'est qu'avec Harold, on a à faire face à un super antagoniste, un méchant potentiel, même si moi, si je traitais la question frontalement, je rendrais le rapport entre les deux beaucoup plus ambigu. Oui, je suis d'accord. Surtout que Harold, même si c'est difficile à pouvoir expliquer, a quand même aussi une certaine légitimité, qui est plutôt une sorte de légitimité d'un Premier ministre qui aurait fait C'est tout à fait ça. du je crois bon qu'on peut le travail, dire, hein. voilà, pendant des années, et qui se verrait ravir l'élection par quelqu'un d'autre qui arrive comme ça à l'extérieur du parti. Mais bon, rapidement, je me suis rendu compte que ça serait difficile. Alors c'est un peu paradoxal de se dire, voilà, c'est trop ambitieux parce que le projet en lui-même aussi l'est. Et je m'étais dit, voilà, cette histoire, peut-être que je la raconterai un jour, mais que c'est pas dans mes moyens. Et puis je me suis dit aussi que si un jour Hollywood ou quelqu'un d'autre s'intéressait à l'histoire de Guillaume, parce qu'il n'y a pas encore eu de film, le film est le premier long métrage sur Guillaume le Conquérant depuis, peut-être toujours, mais au moins depuis très longtemps. Ça allait être ma prochaine question justement. Voilà. Et du coup, je me suis dit qu'il ne s'intéresserait probablement pas à la jeunesse, ou en tout cas pas en détail, alors qu'elle mérite vraiment le détour. Et puis souvent, voilà, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le cinéma, mais les héros comme ça qui se forgent adultes, les enfants qui deviennent adultes, souvent on peut en comprendre beaucoup sur le personnage, et d'une manière moins frontale, moins directe. Et même si ça parle de la jeunesse, il y a quelque part, il y a une conquête. Le film raconte sa première conquête, qui est celle du duché, même si théoriquement, à la mort de son père, il devient duc. Tout ça n'est que théorique, et justement, il va devoir faire en sorte qu'il le soit dans la pratique. Et c'est un apprentissage qui se fait petit à petit. Et tout de suite, on comprend qu'on peut raconter une histoire de comment ce personnage, bon là qui est évidemment fiction, s'est forgé. Et ça m'a vraiment tout de suite intéressé, et je savais en plus que je pourrais avoir énormément d'aide, parce que voilà, j'avais des historiens comme Pierre Bouet que vous avez cité, qui m'a aidé d'une manière non officielle, parce que pendant ce temps-là il était l'historien officiel du documentaire qui se tourne au même moment. Qui passait sur Arte, je crois. Voilà, c'est ça. Et du coup, mais dans une manière très simple et tout, il m'a aidé en répondant à des questions très concrètes. Par exemple, notamment pour comment se passaient les cérémonies de passation de Oui, pouvoir. on le voit bien ça, ouais. Et du coup, voilà, c'est la gestuelle qu'on voit dans le Les film mains jointes, par deux fois. C'est les phrases, etc. Le phrasé, on le voit. Voilà, c'est la manière dont, en tout cas, Pierre Bouet pense que ça s'est déroulé. Et aussi un autre aspect, mais ça par contre c'était indirectement, c'était lors d'une conférence où justement il parlait de l'espionnage, et que les histoires de vent contraire, certes, n'étaient pas totalement absents, mais que pour lui, la raison principale du retard, c'est surtout que Guillaume jouait la montre. Et voilà, et ça on essaie de raconter un petit peu dans le film, comme une espèce d'histoire dans l'histoire, puisque le long métrage commence et finit en 1066, juste avant la conquête. Avec l'idée de montrer le Guillaume entre guillemets tel que les gens le connaissent, même si finalement les gens connaissent peu. On connaît peu, oui. Peu Guillaume le Conquérant, et le Normand pas tellement plus que les autres, malheureusement. Et voilà, donc on présente le Guillaume tel que futur conquérant, et le film est une sorte de flashback pour revenir à ses origines et comprendre un petit peu comment il en est arrivé là, même si évidemment il manque des étapes. Mais c'est ça, c'est assez avant qu'on connaisse Guillaume le Conquérant qui va en Angleterre. Ce film se focalise donc sur sa jeunesse. C'est un peu Guillaume le reconquérant qui reconquiert son duché, légitimement, normalement, qui devrait lui revenir. Mais c'est toute cette, pour moi dans ce film, c'est toute cette idée de Guillaume dans les bois qui fuit, qui est traqué. Ça vous participez un peu à la légende du Guillaume, ce héros au visage si doux. Oui, c'était assez compliqué, il a fallu faire des choix. Le film vraiment est le plus documenté possible.
Moi, je ne suis pas historien et je pense que dans cette émission, je vais sortir des énormités, donc je m'en excuse par avance. Mais au moins, voilà, faut se lancer et on ne peut pas être toujours dans l'hésitation. Exact. Et du coup, il a fallu faire des choix et puis surtout retrouver des choses parce qu'on a très très peu d'éléments. Moi, je me suis basé en fait sur 3 types de documents qui sont les documents proches de l'époque, comme Vasse notamment. Mais forcément, c'est sujet à caution parce que c'est plus ou moins de la propagande. En plus, c'est un travail inachevé. Bon, sur Guillaume, ça va. Mais le film cite Vasse mot pour mot. Voilà, c'est la traduction, évidemment. Et après, j'ai aussi cherché dans les documents du 19e siècle, avec le début de l'archéologie moderne et tout, qui était intéressant parce que ça part un peu en sucette, mais il commence un peu à romancer les choses. Et donc, finalement, pour quelque chose qui va être une fiction au final, on peut trouver un peu des sources d'inspiration. Et puis après, surtout le XXe siècle, à travers les lectures, mais aussi les entretiens en direct avec les historiens, pour essayer d'avoir évidemment les données scientifiques ou les hypothèses les plus récentes et qui sont pas les plus probables, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas celles qu'on pense être les plus vraisemblables. Mais à partir de là, il a fallu quand même faire des choix. Par exemple, sur la jeunesse, il y a pas deux théories qui s'opposent, mais on a des versions où Guillaume est resté, entre guillemets, bien au chaud au château de Falaise jusqu'à ses 15 ans, même avant. Et puis il y a la version, évidemment, moi, que je préférais, mais qui est aussi soutenue, qu'il a été éjecté de Falaise pour, je pense, 2 raisons. Et protégé, caché dans des villages. Il y a même des théories sur lesquelles il aurait été un peu grimé en paysan. Moi, j'aurais bien aimé faire ça, mais il a fallu des moyens, parce que pour reconstituer un village et tout... Évidemment. On va y revenir sur les moyens, justement. Et, C'est une question là-dessus. et la version cachée dans les forêts, qu'évidemment j'aimais bien. Et puis surtout, voilà, ça met le personnage dans un danger qui me paraît tout à fait crédible. Surtout qu'en plus, il y a la perte de Falaise avec Baron de Turstin, qui intervient de toute façon assez tôt, parce que c'est à 15 ans qu'il va le reprendre. Moi, dans le film, il a l'air un peu plus vieux. Et puis en plus, voilà, après, c'est toute la question de savoir comment Herlève ou Arlette était... Moi, je préfère Arlette, c'est plus marrant, c'est rigolo. était considéré une fois le duc mort, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Guillaume, et du coup, son statut était un petit peu... était sur un siège éjectable après la mort de Robert, mais peut-être que c'était le cas aussi pour sa mère. Voilà, donc il a fallu faire des choix. Moi, j'ai préféré le sortir de Falaise, le sortir de son cocon, le mettre dans l'aventure, dans la vraie vie, entre guillemets, et pour le faire mieux grandir, qu'on comprenne comment il a pu aussi éprouver avoir ces telles épreuves. Et après, quand on me demande souvent les différences avec l'histoire, en fait, les différences entre le film et la grande histoire, au-delà évidemment des approximations dû au fait que c'est quand même une histoire qui a 1000 ans, ce sont les personnages que j'ai réduits, parce qu'il y a beaucoup de barons qu'on appelle les Richardides, parce qu'en fait ce sont des cousins des Richards qui ont été par 3 fois ses ancêtres. Mais Guillaume fait partie, comme son père fait aussi partie des Richardides, c'est ça qui est paradoxal. Et tout ça en fait est très disparate. Il y a des barons qui viennent, qui vont, et moi, je me suis concentré sur un baron qui était intéressant parce qu'à la bataille de Valesdune, c'est celui qui est en face de lui, militairement parlant. Et c'est Rainulf de Brixar, et qu'on appelle Renouf dans le film. Mais moi, j'ai toujours regretté de ne pas avoir utilisé Rainulf. C'était mon producteur qui ne voulait pas parce que ça ressemblait trop à Beowulf et il avait peur que les gens associent à ça. Mais bon, c'est pas grave. Et à l'opposé, j'ai choisi un personnage parmi tous ces tuteurs, dont même il y a eu même... le duc de Bretagne à un moment, mais c'est très remis en cause, ça, apparemment, qui est donc Osberne de Crépon, et qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est le sénéchal donc, de Robert, donc il devient sénéchal à nouveau du petit Guillaume, et c'est le père de Willem Fitz-Osberne, qui est, pour certains, notamment Pierre Bouet, presque considéré comme le général en chef de Guillaume, vraiment son bras droit, un peu... qui va poser quelques problèmes après. Ambivalent. Oui. Et c'est un personnage qui était intéressant. Et puis surtout, comme il perd une cellule familiale, je m'étais dit, voilà, de toute façon, quand on perd une cellule familiale, naturellement, on la reconstitue autour de soi. Et donc, du coup, cette mini-cellule familiale avec le père et le fils, là, Osberne et Willem, et qui en plus étaient très proches, voilà, il y avait cette figure paternelle, cette figure de nouveau frère qui me semblait intéressant.
quitte à du coup un peu squeezer d'autres ou à rendre des personnages comme Gilbert de Brion peut-être un peu moins importants qu'ils ne le sont en réalité. Mais tout ça est très confus et selon les sources, les statuts et l'importance des gens autour de lui diffèrent. Donc voilà. Donc pour le film, bien sûr, vous avez choisi certaines hypothèses historiques qui servaient plus le propos. Oui, voilà, qui paraissent, surtout qui donnaient une cohérence à l'ensemble, parce que ça peut être vite contradictoire. C'est vrai que par exemple tout à l'heure on en parlait, il y a la notion de bâtardise qui est à la fois quelque chose de primordial, mais finalement anecdotique quelque part, c'est un peu paradoxal. C'est une notion un peu toute simple, c'est le fait d'être né hors mariage. Et donc chez les Vikings, enfin chez les Norrois, il y a une tradition qui est assez transmise à la tradition normande qui veut qu'il n'y ait pas vraiment d'épouse, mais une ou plusieurs concubines. Donc c'est pas forcément de la polygamie. Donc le Robert, lui, avait une concubine avec Arlette, et donc forcément, tout enfant naissant de ce concubinage, aux yeux de la loi chrétienne, était considéré comme bâtard. Et c'est pour ça que du coup, même avant, même des fois avec des films de filles de bonne famille, il y avait quand même de la bâtardise parce qu'il n'y avait pas de mariage. Absolument. Oui, Donc on peut croire qu'il va être défendu par les tenants un petit peu de la loi normande, mais paradoxalement, ce n'est pas le cas, puisque c'est vrai que ça, le film ne traite pas beaucoup, mais la bâtardise est reprochée par ceux qui devraient normalement dire que justement ce n'est pas le cas, que c'est la loi normande qui compte. Voilà, donc tout ça est un peu étrange et je pense que c'est surtout une question d'opportunité. Voilà, le duc Robert est mort et la place était à prendre parce que c'était un enfant. oui, c'est vraiment ça. S'il n'était pas mort donc en pèlerinage, la question serait sans doute même pas posée. Mais justement, par rapport à la mort de Robert le Magnifique, il y a un parti pris dans cette réalisation, dans ce film. Au moment où il explique qu'il va partir en pèlerinage, il y a ses vassaux qui lui demandent mais aller en pèlerinage, est-ce que tu aurais quelque chose à te reprocher? Et là, en filigrane, qu'est-ce qui est clairement sous-entendu? C'est bien sûr la prise de pouvoir de Robert le Magnifique, qui s'était rebellé dans sa jeunesse contre son frère, qui avait échoué, et son frère lui avait pardonné, et un an plus tard, il mourait empoisonné. Bon, on peut... Comme par hasard. Comme par hasard, on peut y voir, chacun verra midi à sa porte, je ne sais que dire à ce sujet, mais bon, là il y a un parti pris dans ce film. Clairement, moi j'ai toujours trouvé étrange dans les lectures, ou même les entretiens, souvent beaucoup d'historiens rejettent cette théorie. Je pense que c'est parce qu'elle a été aussi énormément exagérée avec l'histoire de Robert le Diable. Clairement, il faut dire, Robert le Diable et Robert le Magnifique ne sont pas la même personne, c'est un peu fantaisiste. Mais après, souvent en rejetant comme ça des théories un peu farfelues, on jette un peu le bébé avec l'eau du bain. Le bébé avec l'eau du bain. Et pour moi, après, c'était une théorie, et puis pour un petit peu en faire une allusion. Et c'est pas quand même impossible que Robert puisse être lié à cette mort. Et en tout cas, c'est à lui que le crime profite. Et c'est quand même clairement l'origine, en tout cas le prétexte, ou l'origine de la défiance des fameux cousins de Richard envers Guillaume, quoi. C'était si on devait donner une raison rationnelle, ça serait peut-être celle-là, c'était tout simplement de se venger à travers Guillaume, comme le dit un des personnages dans le film, au moment est-ce que Renaud veut venger Richard à travers Guillaume. Et je pense que je ne pouvais pas squeezer la question, même si c'était très difficile, parce qu'il faut qu'après que le spectateur comprenne. Donc j'essaye de le répéter plusieurs fois, mais malgré ça, c'est difficile. Mais justement, c'est une partie du film que j'aime bien là-dessus, parce qu'on lui dit, oui, peut-être qu'il cherche à se venger en tuant Guillaume, et un autre personnage lui rétorque immédiatement, oui, il veut peut-être aussi tout simplement l'abattre pour prendre le pouvoir. Il y avait ces deux aspects-là, et là, pour le coup, les deux hypothèses qu'on peut se poser en tant qu'amateur d'histoire sont présentes. Donc cette partie était assez habile, je trouve. Moi, je voudrais qu'on revienne vraiment au film. On sent que vous connaissez bien le sujet historique, quand même, c'est bien. J'avais deux questions en une. Pourquoi il y a si peu de films sur Guillaume le Conquérant et pourquoi ce sujet vous a intéressé? Alors, sur les films sur Guillaume, moi j'ai eu longtemps une théorie, et c'est bizarre, c'est que après c'est juste une personne, mais on a eu un Anglais qui a vu le film et on lui a posé la question. Il a dit pourquoi les Anglais, parce que voilà, si un film peut être fait sur Guillaume avec beaucoup de moyens, malheureusement ce sont les Anglo-Saxons
les Anglais ou alors lointains descendants ou cousins américains qui peuvent le faire. Et nous, notre théorie, c'était le fait que c'est le bad guys, quoi. C'est-à-dire qu'il est considéré comme le méchant et que assez peu de films sont faits sur des méchants et que du coup... Aujourd'hui, de plus en plus. Mais... c'est un peut-être vilain que ça va- français, c'est un vilain Oui, français. c'est peut-être un Si vilain jamais il y a français, une adaptation, je pense que nos amis anglo-saxons insisteront sur le fait que Guillaume était normand, donc c'est pas vraiment un français, donc ça va. C'est peut-être la question, financer, je sais pas, on n'aime pas trop financer des films qui mettent en avant certaines défaites. Est-ce que Hastings peut Oui, être... c'est plutôt, peut-être c'est ça, oui. peut-être plutôt ça. Et vous, qu'est-ce qui vous a, vous, intéressé? Moi, ce qui m'a intéressé, c'est le fait, en fait, que c'est un personnage, quelque part, un petit peu comme tout le monde, puisse devenir ce personnage historique. C'est ça qui est intéressant. De l'anti-héros qui devient Oui, le voilà, héros. c'est ça. C'est ça qui est intéressant avec Guillaume, c'est que quelque part, on le voit d'ailleurs dans le film, et c'est peut-être un peu trop présent, c'est que finalement, on est très loin de ce côté... il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche ou avec tous les moyens, et puis il a dupliqué son héritage ou ses capacités naturelles. Non, c'est plutôt un enfant normal, même limite pas forcément très... Pas extraverti. Voilà, c'est un enfant pas forcément très extraverti, et du coup, et c'est la force des choses, et puis aussi cette force de caractère qui se forge petit à petit et par sa volonté. Et c'est comme ça qu'il va devenir ce personnage-là. Voilà. Moi, je trouve ça assez intéressant comme histoire. Et pour en revenir, je suis désolé parce qu'il y a une notion aussi qui est assez importante, qui m'a été expliquée par Jean-Marie Lévesque, qui est donc le directeur du musée de Normandie, de Caen, et qui avait quelque chose de très intéressant. C'est que je lui posais la question, mais pourquoi, à l'époque de la jeunesse, on s'en prenait finalement plus souvent à ses tuteurs, notamment Osbern et d'autres, en lui-même. Est-ce qu'il était si protégé que ça pour ne pas être atteint? Et il m'a dit, le problème c'est que c'est un enfant et c'est un prince, et que le crime de tuer un enfant et un prince, c'était le combo absolu à l'époque. Pour lui, c'était le pire crime qu'on puisse imaginer. Et ça m'a beaucoup influencé, puisque du coup, ça a été vraiment retranscrit dans le film, à travers le scénario et même les dialogues. Et c'est cette question, voilà, est-ce que c'est un prince ou pas? Et puis à un moment, l'enfant, il va grandir, il ne sera plus enfant. Après, voilà, là je spoil un peu le film, mais voilà, cette question-là est assez importante, je trouve, et j'ai essayé de le transmettre aussi dans le film. Ouais, c'est une dimension assez chevaleresque à ce moment-là du film. Oui, c'est vrai. Alors pour une fois qu'on a un réalisateur sous la main, vous savez que vous avez peut-être écouté nos anciennes émissions, on se pose beaucoup de questions, nous, sur le cinéma, sur les séries télé, l'histoire, et pourquoi est-ce qu'en France, ceci, et les anglo-saxons, cela. Vous êtes jeune, vous avez notre âge, en gros, vous vous êtes débrouillé tout seul pour faire votre film. Comment ça se passe? Est-ce que c'est si compliqué que ça de faire un film? Oui, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut vous demander mais... combien ça a coûté de faire le film? Oui, alors le budget du film, c'est 65 000 €, mais sachant que ce n'est pas un chèque de 65 000 € qui vous arrive début de l'écriture, et puis maintenant il va falloir gérer. C'est de l'argent qui est venu petit à petit. On a eu beaucoup de périodes où on était très endettés, et c'était vraiment difficile. Même par exemple, tout à l'heure, on parlait de la chevauchée de Guillaume. Bon, malheureusement, elle n'est pas traitée telle qu'on aurait pu même le faire. Tout simplement parce qu'on n'avait plus un sou, qu'on était très endettés et qu'il n'était plus question de tourner un mètre de pellicule numérique, entre guillemets. Et voilà, donc on s'est restreint. Quelquefois, on semblait être à l'aise et tout. Donc voilà, le film a traversé énormément de conditions. On est passé un petit peu d'un court-métrage qui a un petit peu de sous, où on a eu une scène avec 150 figurants pour la bataille de Valesdune, à 2 personnes, ma compagne et moi, qui tournons sur un Knorr, le Dreknor, qui nous avait été prêté. On a été à 40 ans, on a été posé. On a posé la caméra, la même qui nous filme, parce que on filme en ce moment, et qui a tourné la partie au moment où on raconte un petit peu l'histoire de Rollon. Il a fallu des plans d'ambiance comme ça sur un Knorr, et du coup on a tourné ça avec un 5D à 2. Voilà. Donc ça, on a traversé beaucoup de moments difficiles, mais aussi des moments intéressants. Et après, comment on fait le film? C'est comme les cuisiniers avec les recettes. C'est difficile à expliquer. Oui, je comprends bien. Ce que j'entends en tout cas, c'est que c'est pas facile.
de faire un film. C'est pas si simple que ça de décrocher de l'argent. Oui. Parce que moi, le premier, très souvent, je tape sur les réalisations françaises qui sont souvent neuneux, qui sont souvent ceci, cela, par rapport aux anglo-saxons. Or, c'est pas si facile que ça. C'est pas qu'une question technique, c'est une question d'argent. C'est une question de difficulté à faire venir cet argent. Ah oui, nous-mêmes, on a aucun financement C'est classique. invraisemblable. Ce qu'on appelle les guichets classiques, donc qui sont le CNC, les aides en région du CNC, après aussi tous les Sofica et tout ça, on n'y avait pas accès parce que notre projet ne semblait pas crédible pour des productions. J'ai été voir, hein, j'ai fait un peu comme tout le monde, j'ai été frappé à la porte de producteurs que je connaissais et qui m'ont accueilli plus ou moins chaleureusement. Même des fois, on a commencé à engager des discussions, mais je voyais bien qu'ils pensaient le projet totalement impossible. Peut-être qu'ils n'avaient pas forcément tort. Et donc je me suis tourné dans l'associatif, parce que je me suis dit, voilà, on fait des tas de choses dans le domaine artistique avec le système associatif, pourquoi pas des films. Et c'est comme ça qu'on a commencé à motiver d'abord avec du crowdfunding. On a fait un Ulule qui avait pas trop mal marché, on a réuni 9 000 €. Et ensuite, ça a un peu déclenché le cercle vertueux et pas mal d'institutions ont commencé à nous faire confiance, notamment parce qu'on commençait à tourner des images. On a fait une fausse bande-annonce, c'est-à-dire qu'on a entièrement tourné la bande-annonce, mais elle est faite que de plans faits sur mesure pour créer une fausse bande-annonce. Et les gens disent, ah oui, ça a l'air chouette et tout, c'est bien, ça a l'air à la fois instructif mais aussi impressionnant, avec des scènes d'action, voilà, des choses qui peuvent aussi divertir. Et du coup, des villes, des institutions privées se sont mis à mettre 3 000, 6 000, 9 000 €. Mais voilà, au fur et à mesure, et du coup, soit parce qu'elles étaient elles étaient intéressées par Guillaume, donc c'était les villes Falaise, Caen et tout, Bayeux, soit parce que aussi elles voyaient qu'on mettait en valeur leur patrimoine. C'est intégralement tourné sur place, c'est-à-dire oui, quand on le voit avec une forêt en dessous, tout ça c'est en Normandie. Tout est tourné en Normandie, il y a juste 2-3 plans d'ambiance qui ont été pris sur un film où j'étais directeur photo, qui est mon métier de base. Et le réalisateur, la production m'ont autorisé. C'est pour ça que la photo est à tomber par terre parfois. Il y a des plans où on sent que la photo est très belle, vraiment magnifique. Merci. Non, vraiment, ça c'est un truc. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et pourtant, faut le voir dans de bonnes conditions. Parce que moi, mais ça c'est normal. Ça, voilà. Évidemment. Et concernant la répartition du budget par rapport à la production, la post-production, comment ça se passe quand on tourne ce genre de film? C'est tout bête. Ça a été tourné il y a 3-4 ans, en 2012. Et l'essence coûtait très cher. Et en fait, c'est énormément d'essence. C'est pas vrai, c'est incroyable. Normalement, parce qu'on fait venir des chevaux, donc du coup avec des gros 4x4 qui consomment bien. Voilà, c'est pas un film très écologique. On a toujours bien ramassé derrière nous nos affaires, mais bon. Au contraire, le crottin, c'est très écologique. Oui, voilà. Il fallait le laisser. Et du coup... il fallait le revendre, en fait, le crottin. Peut-être ça l'idée. Et du coup, et puis des sandwichs, quoi, voilà, parce que j'allais dire la régie, la nourriture, mais c'était souvent très spartiate et assez simple, mais ça, mis bout à bout, ça coûte très cher. Et puis après, on a aussi eu la chance, les Machineurs, qui est une société de production à Paris et Lyon, nous a prêté pendant une bonne partie du tournage une Red Epic, qui est la caméra qui a servi pour les Hobbits de Peter Jackson. Sauf que nous on n'était pas en 3D, mais voilà, mais ça fait de la matière très brute, très intéressante, mais qui prend beaucoup de place. Et on a acheté plus d'une 30aine de Tera de disques durs en tout. Voilà, donc c'est ce genre de choses. Mais après, moi je suis pas le producteur, mais c'est vrai que le coût a été vraiment principalement des frais de déplacement, de vie de tous les jours. Et donc la post-production, finalement On a été aidé par Actimac à Caen, qui nous a donné un ordinateur qui m'a permis de réaliser l'étalonnage, et le montage avant a été fait en grande partie par un ordinateur un peu de tous les jours dans l'association, quoi. Voilà, par le monteur. Alors pourquoi un film d'une... Alors je rappelle que c'est un film en Normandie qui va passer à Paris. Hein. Oui, alors du coup le film est sorti en Basse et en Haute-Normandie au printemps, qui n'a pas trop mal marché comparé à ses moyens et sa diffusion, parce qu'on a réuni pas loin de 9 000 entrées. Ce qui est plutôt pas mal, parce qu'il y a des films, par exemple des films de genre français qui sortent nationalement et qui font 80 000 entrées. Donc c'est plutôt pas mal. Là on est en prospection à Paris. Je vous avouerai que c'est un petit peu difficile, donc c'est vrai que s'il y a des auditeurs qui connaissent, qui ont des relations un peu plus amicales qu'un simple mail
des cinémas de Paris et de proches, on serait intéressé. On en pour parler, il y a le Brady notamment qui offre des conditions intéressantes. Donc on va sortir à Paris, on l'espère avant le mois de novembre. Mais voilà, on a envie que le public parisien, on a quand même pas mal de gens de l'équipe qui viennent de Paris, donc je pense qu'eux et leur entourage ont envie de voir le film dans de bonnes conditions. Le film dispose d'un ce qu'on appelle le DCP, c'est le format qui a remplacé le 35 mm. Donc moi je recommande aux gens, et à chaque fois j'essaie que les gens voient le film en salle, parce que voilà, il a été en plus réglé pour ça en termes d'image et de son pour l'instant. Et je souhaite de tout cœur qu'il puisse sortir là où on en veut, mais c'est difficile. Ça a l'air difficile. Et pourquoi pas une série ? Parce que vous pouviez tout à fait le découper. Oui, c'est vrai. Après, moi, je suis pas très branché série personnellement. Moi, je sais pas. C'est intéressant. Alors justement, ça, c'est intéressant parce que ça fait partie des débats. Vous n'avez pas vu les Game of Thrones Si, tout à fait. Alors moi, j'étais un petit peu dégoûté parce que quelque part, l'esthétique de Game of Thrones, j'en avais déjà l'idée et l'usage en 2010. Après, ni moi ni eux n'ont inventé quoi que ce soit. C'est clair. Mais voilà, je me dis, c'est bête parce que c'est un peu ce que je voulais faire, c'est-à-dire cette gestion de la prise de vue numérique avec un étalonnage derrière, avec une certaine direction artistique. Et moi, Game of Thrones, ça m'a saoulé en fait, parce que le problème, c'est que je déteste les bavardages. Et la série est vraiment trop bavarde, et je trouvais que c'était un rythme de 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Pour moi, la première saison, c'était vraiment Dallas, mais au pays de l'heroic fantasy. Je suis très dur, mais c'est vrai que ça m'a... on peut l'être aussi. Voilà, ça m'a pas donné envie de regarder la suite, et bon, voilà, ça a l'air beau, c'est vrai que c'est beau, il y a un peu de spectacle de temps en temps, même si... mais bon, c'est un peu trop bavard pour moi. Et j'ai eu un peu la même avec The Viking, malheureusement. Un peu moins quand même, si je me fais un peu je me force un peu, je pense que je vais essayer de regarder la suite. Mais j'y arrive pas. Mais pareil, c'est trop bavard pour moi, et voilà, c'est des intrigues. Et puis je j'accroche pas du tout aux principes de télé qui sont comme les cliffhangers à la fin des épisodes, des saisons. C'est pas mal fait. Voilà. Bon, après, je suis pas sensible à ça en fait. Moi, j'ai pas envie qu'on me mette en suspens quelque chose, qu'on fasse traîner les choses. Voilà. Puis le rythme est un peu étrange, quoi. On a l'impression qu'on pourrait raconter plein d'épisodes. Oui, ça c'est l'inconvénient des séries, c'est qu'effectivement on sent qu'il n'y a pas de fin. Ça fait partie du plaisir, ce côté bavard, je l'aime bien. Et moi je m'attendais, quand j'ai regardé votre film, je m'attendais justement, on commence dans une tente, à ce côté très huis clos, ce côté dialogue, ce côté j'ai pas obtenu mes 14 millions d'euros pour financer mon film, je vais filmer une tente. Et dès la deuxième scène, il sort de la tente, et là on voit le camp, on voit les activités, des activités d'ailleurs de forge assez intéressantes. Mais ce côté-là, j'ai l'impression que si vous aviez eu plus de budget, il y aurait eu plus d'action, plus de chasse, moins de dialogue. Pas forcément en fait. Le budget en fait, c'est des choses qui... Pour le public, en fait, où leur parler d'argent, ils vont parler d'effets spéciaux, de nombre de figurants, c'est ce que je me figurais, beauté des costumes, beauté des décors. Ouais. Mais du budget, c'est tout simplement de pouvoir payer des gens, donc de ne pas forcément d'avoir un peu plus de choix en termes de casting, même si là-dessus, je suis assez content globalement. D'ailleurs, question bête, un figurant viking, ça mange beaucoup de sandwich, sans doute, oui. Mais les acteurs dits principaux, ça ponctionne beaucoup, ça ponctionne de l'argent, c'est quoi approximativement? La plupart sont des pros, il y en a qui sont jeunes débutants professionnels. Ils coûtent pas cher alors? Ils coûtent zéro, en fait, tout le monde a été bénévole. Tous les acteurs sont bénévoles? En fait, tout le monde, moi compris, sur le projet, sont bénévoles sur le projet. Et voilà, et du coup c'est à la fois quelque chose de génial, mais en même temps évidemment comprenez bien que du coup quand on annonce un projet comme ça nous enlève déjà une grosse partie des gens qui pourraient potentiellement être intéressants. Ouais, je comprends. Parce que voilà, forcément on ne peut pas exiger des gens qui travaillent gratuitement. Voilà. Mais par contre l'avantage que j'en avais, c'est qu'on fait peu de films comme ça en France. D'ailleurs après-demain j'assiste à une vente aux enchères d'un loueur de costumes de genre, et des tas de choses par aux enchères, parce qu'à mon avis ce n'est plus loué, et du coup on a un certain sex appeal entre guillemets, et du coup il y a beaucoup d'acteurs qui ont été intéressés parce que voilà, ils savaient qu'ils allaient faire du cheval, de l'épée, être dans un film un petit peu historique d'aventure, et ça fait une belle carte de visite finalement. Oui, puis même moi c'est ma passion, moi je me suis lancé là-dedans parce que je suis passionné par ça. Évidemment je vais pas continuer dans ce système parce que c'est pas du tout le bon. Pour faire des films il faut de l'argent. Mais pour une fois, le premier film là, sur Guillaume, on était beaucoup à être motivés.
et à essayer de faire cette aventure, même si c'était dans un cadre associatif et donc bénévole. On peut imaginer le film en DVD bientôt ? Oui, alors c'est là-dessus justement, là on est un petit peu, c'est un peu tendu parce qu'on voulait sortir pour Noël, et du coup, si la sortie parisienne est trop retardée, on va voir, parce qu'après on n'est pas dans un circuit classique, et de toute façon à Paris ça sera une sortie symbolique. Donc normalement pour Noël ça devrait exister en Blu-ray et DVD, sachant que nous on a forcément un gros potentiel du côté de la Normandie, et après on va s'adapter pour le reste de la France. Mais c'est sûr que ça sera un moyen beaucoup plus simple, évidemment, de le diffuser, de pouvoir l'envoyer à droite à gauche à des gens intéressés. Mais bon, moi, ça me fait un peu mal au cœur. Je voudrais vraiment que les gens voient le film au maximum au cinéma, parce que, évidemment, c'est pas du tout la même expérience. Même si aujourd'hui, on est tous équipés enfin, quand je dis tous, beaucoup sont équipés de 5.1 et de tout ce qu'il faut quand même pour... Voilà. Après, le film est en stéréo, de toute façon. D'accord, et ben ça m'apprendra à dire une bêtise. Oui. Non, c'était un peu trop onéreux et compliqué. Déjà, on a eu oui, énormément de temps. Le son, la prise, le montage son et le mixage son étaient très 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 compliqués. C'est ce qui nous a pris le plus de temps, parce que c'est très difficile. Autant on peut essayer de trouver des quinzaines et des trentaines de personnes bénévoles dans tous les secteurs pour quelques jours de tournage, même si c'est très compliqué. Mais finalement, c'est moins compliqué que de trouver quelqu'un pendant des mois qui va pouvoir travailler quand il a le temps. Gratuitement et tout. Voilà. C'est ce que nous disait Hugo Bimard quand on parlait de confession d'histoire. Tout à fait, c'est toujours le problème. Et juste un détail technique concernant le rythme de film. Au final, vous devez supprimer les scènes ? Comment ça se passe tout Est-ce que c'est... Assez peu, en fait. Le matériau qui est dans le film est relativement intact. On a eu quelques rôles totalement improbables avec des gens qu'on a dû recruter au dernier moment. Donc c'est aussi notre faute, mais voilà, des erreurs de casting, il faut le dire. Donc on en a, voilà, il y a eu des suppressions comme ça de dialogue là-dessus. Mais sinon, on pouvait pas trop se permettre. C'était un petit peu ça qui était difficile aussi, parce qu'on voulait rester dans le long métrage. Et il y avait une certaine barre symbolique à ne pas dépasser, à ne pas être en dessous. Donc du coup, ça a été remodelé, j'ai redynamisé des choses. Je pense que même si je m'y remettais maintenant, j'enlèverais pas mal de choses. Mais voilà, on ne pouvait pas trop se permettre, donc on a un peu de tout donné et tout est dans le film. Le scénario faisait 52 pages, ce qui normalement correspond à 52 minutes. Mais j'ai une écriture qui est très, on va dire, pas assez délayée. Et du coup, la script a rapidement dit, non, les gars, vous n'avez pas un 52 minutes, là, vous avez au moins 1h20. Et elle avait raison au final. C'est un métier. En tout cas, bravo, félicitations, faut quand même le faire, faut arriver jusque-là, bravo. J'avais une dernière question toute bête. Le Guillaume, sans spoiler, le Guillaume plus âgé, on va dire ado, ressemble beaucoup enfin en tout cas pour moi, il ressemble à Thierry Lafronde. C'est fait exprès ou... Non du tout, mais par contre, globalement, j'avais juste essayé d'avoir parce que le film suit trois personnages distincts qu'on suit petits, grands, et puis même pour deux d'entre eux à l'âge canonique, enfin à 40 ans, l'âge de la conquête. Et je savais qu'en fait, pour pas que les spectateurs se mélangent, il fallait le distinguer. J'ai pris le méchant pour le mettre en brun, l'allié un peu scandinave en blond, et j'ai choisi un Guillaume châtain, ce qui pour moi est la plus grande probabilité, même si beaucoup disent qu'il est roux. C'est difficile en termes de génétique, étant donné que si on distingue un de ses fils en roux, ce qui veut dire que probablement les autres ne l'étaient pas. Exactement. Voilà. Et si les deux étaient roux, si Mathilde et Guillaume étaient roux, tous ses enfants auraient été roux. Exact. En tout cas, encore une fois, bravo. Beau boulot. C'est pas facile. Là, en tout cas, la photo est vraiment très belle. Enfin, il y a plein de passages que j'ai adorés. J'ai même regardé le début avec ma fille de 6 ans qui a adoré toute la partie forgeron. Qui m'a posé plein de questions, donc en tout cas félicitations. Et surtout, notamment les forgerons, là par exemple, ça vient ça a été tourné dans une troupe de reconstitution qui fait la période viking et carolingienne, qui s'appelle Ornavik, et notamment ça fait partie de ces troupes de reconstitution, notamment avec Dexai, la compagnie de Dragon de Fer. Alors évidemment tous ces noms vous diront rien, mais allez jeter un œil sur leur Facebook, leur site internet. Ce sont des passionnés sans qui le film n'existerait pas, et c'est pas une formule de politesse que je fais, c'est vraiment concrètement, je veux dire que à l'image et en termes de savoir-faire et de conseils et de temps qu'ils nous ont donné, c'est vraiment une très très grosse partie du film. Et voilà, je tenais à les remercier.
Eh ben, longue vie à Guillaume, la jeunesse du conquérant. Vous nous tenez au courant Oui, pour tout ce qui est Blu-ray, DVD, etc. exactement. Et j'ai une annonce à passer parce que désormais, je vais continuer. J'ai un nouveau projet qui serait autour du... Napoléon. Non, pas loin, le troisième, oui, qui serait autour de la guerre pas de la guerre de Sedan, la guerre de 1870-71, Ouf. qui est une guerre très intéressante, qui est quand même la première guerre moderne à utiliser ce qu'on appelle les fusils chasse-peau à culasse, qui ont servi à la fin de la guerre de sécession, mais seulement sur la fin, et que c'est une arme qui a révolutionné la manière de faire la guerre, et il y a énormément d'histoires, de destins individuels à retrouver parmi les soldats de cette guerre. Et je cherche des passionnés de ce conflit, aussi bien au niveau de l'histoire, même aussi, pourquoi pas, des co-scénaristes qui seraient prêts à me rejoindre dans cette aventure, qui est mon prochain dada. Eh bien, nous allons relayer avec grand plaisir. En tout cas, le message est passé. Rapidement, la bibliographie, elle n'est pas énorme, encore une fois. Il n'y a pas beaucoup de films sur Guillaume, il n'y en a pas d'ailleurs. Et en bibliographie, il n'y en a pas énormément. Donc, Pierre Bouet, Hastings, 14 octobre 1066, un petit bouquin pas mal foutu. C'est pas extrêmement bien écrit, je le dois le concéder, mais dans la série Texto, Bernard Cotteret, Histoire de l'Angleterre, vous-même, vous avez un bouquin à nous conseiller ? Alors moi, j'ai lu le Paul Zumthor, Guillaume le Conquérant. Qui est un historien néerlandais qui a travaillé sur le sujet. Fiable. Mais a été conseillé, et après, on retrouve après toutes les sources, comme Guillaume de Poitiers, il me semble, mais ça, c'est plus sur la fin de sa vie. Oui. Donc tout paraît cohérent. Après, moi, j'ai énormément recoupé les informations, et au final, c'était très synthétique, et ça permettait, en fait, finalement, de relier énormément de sources, et voilà. Et moi, comparé à ce que j'ai entendu même de la part de Pierre Bouet sur les choses assez modernes, parce que maintenant ça commence à dater, il est plutôt dans le vrai, ou en tout cas dans la vérité telle que... En tout cas, sur le film, j'ai pas hurlé une seule fois, historiquement parlant. J'ai pas sauté au plafond en disant mais qu'est-ce que c'est que cette horreur-là ? Donc bravo, encore une fois, merci, là-dessus. Après, nous, on rentre, c'est notre rentrée. Tout à fait. Vos vacances se sont bien passées, ça a l'air en tout cas. Iran, Puy du Fou, c'était merveilleux. L'Iran, on en reparlera, je crois, vraiment. Et préparez-vous pour l'Égypte, parce que j'ai l'impression qu'il y a des messages qui nous arrivent. Timeline, c'était donc la première nouvelle version de Temporium l'émission. Avec donc, un nouveau générique, oui, tout exact. à fait. Dites-nous si vous aimez ce nouveau générique. Que vous dire d'autre ? Timeline, c'est votre émission. Donc à partir de maintenant, sur Facebook, on va vous mettre plusieurs sujets. Vous allez pouvoir les choisir et vous choisirez les futures émissions, tout simplement. Vous allez choisir notre boulot. Voilà. Merci à toutes, merci à tous. Temporiumradio.fr, Facebook, Temporium, comme d'habitude. Merci beaucoup, Fabien Drujon, d'être venu jusqu'à nous. Et merci. Et il y a le Facebook Guillaume, d'ailleurs, qu'on mettra j'espère, sur votre page. Eh bien, absolument, on remettra tout ça. Vous merci aurez beaucoup. toutes les infos pour les projections. Carrément, ouais, de toute façon, on tiendra tout le monde au courant, évidemment. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.